Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Mozambique, le procès dit de la dette s'est ouvert ce lundi. C'est l'un des plus grands scandales de corruption qui a plongé le pays dans une grave crise financière et embarrasse jusqu'au sommet de l'État. En République démocratique du Congo, un nouveau membre de la Lucha a été interpellé. Ce mouvement citoyen a accusé la fondation de l'épouse du président congolais Félix Tshisekedi de détournement d'aide. Et puis en Afghanistan, les talibans menacent les États-Unis. Ils leur demandent de quitter le territoire avant le 31 août comme convenu. Joe Biden, lui, a évoqué la possibilité de proroger ce délai annoncé. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Direction le Mozambique pour parler de ce procès très attendu qui s'est ouvert ce lundi dans le pays. Celui de la dette cachée, un des plus grands scandales de corruption dans le pays qui a donc plongé le Mozambique dans une grave crise financière qui a même embarrassé jusqu'au sommet de l'État. Voici les précisions à travers ce reportage. 19 personnes accusées de chantage, faux, détournement de fonds et blanchiment pour des montants de plusieurs millions d'euros, doivent être entendues lors d'audiences prévues sur près de 2 mois. Parmi elles, le fils de l'ex-président Armando Guebuza, Ndambi Guebuza. Émitouflé dans un manteau, il était présent comme tous les autres accusés à l'audience qui s'est ouverte en début de matinée dans un tribunal de fortune, une tente installée dans l'enceinte de la prison de haute sécurité de Machaba, où il est en détention provisoire depuis 2 ans et demi. Les tribunaux du pays ont été jugés trop petits pour accueillir les dizaines d'avocats, témoins et les 250 journalistes accrédités pour suivre cette affaire. Entre 2013 et 2014, 3 entreprises publiques mozambicaines ont contracté pour 1,76 milliard d'euros de prêts, notamment auprès du Crédit Suisse et de la banque russe VTB, pour financer des projets de surveillance maritime, de pêche et de chantiers navals. Cette opération aurait en fait couvert une vaste entreprise de corruption au profit de proches du pouvoir. Ndambi Guebuza est soupçonné d'avoir joué les facilitateurs auprès de son père président. Parmi les accusés figure aussi l'ancien chef des services de sécurité, Gregorio Leao. L'affaire éclate en 2016 lorsque le gouvernement révèle avoir contracté ses prêts sans prévenir le Parlement ni ses bailleurs de fonds. Après ce scandale, le FMI et la plupart des bailleurs du pays, un des plus pauvres du monde, suspendent leur aide. Maputo est contraint d'interrompre le remboursement de sa dette et sa monnaie. Le méticole s'effondre, plongeant le pays dans la plus grave crise financière depuis son indépendance en 1975. Ce scandale, dit de la dette cachée, est à l'origine de plusieurs autres procédures judiciaires aux États-Unis, en Suisse et au Royaume-Uni. Au Tchad, le chef de la junte militaire au pouvoir a promis ce week-end des actions concrètes en faveur de groupes politico-militaires. Cette promesse a été faite au cours de l'installation du comité technique spécial relatif à leur participation au dialogue national inclusif, devoir conduire donc aux premières élections dans le pays depuis le décès d'Idriss Déby Itno. Notre bonne foi sera traduite par des actions concrètes qui seront prises en matière d'amnistie, de libération des prisonniers de guerre, de restitution des biens et de réinsertion socio-professionnelle suivant un calendrier précis à définir, a assuré Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition. Le dialogue national inclusif doit se tenir en novembre et décembre et vise, selon le gouvernement, à rassembler tous les Tchadiens pour former un pays apaisé. Il est temps que nous cessions d'entendre les bruits de bottes et que nous nous engagions résolument à résoudre nos problèmes par le dialogue, a déclaré Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président. J'insiste pour que les pourparlers avec nos frères politico-militaires obéissent à des critères objectifs, réalistes, rationnels et patriotiques, marqués par la dominance constante de l'esprit du consensus, a-t-il ajouté.
La réussite de ces négociations implique l'accompagnement de nos partenaires dans toutes les phases du processus de dialogue devant aboutir au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration, a poursuivi le chef d'État tchadien. Pour rappel, un comité d'organisation du dialogue national inclusif a été nommé la semaine dernière, avec notamment pour vice-président Saleh Kebzabo, principal opposant au régime de l'ex-président tchadien. Parallèlement, un autre comité de 28 membres, spécialement en charge du dialogue avec les groupes armés, a été nommé mardi dernier avec à sa tête l'ancien président Koukouni Ouédei. Plusieurs proches du nouveau chef de l'État et généraux influents de l'armée tchadienne font aussi partie du comité. En République démocratique du Congo, il y a une deuxième interpellation dans le rang de la Lucha. C'est un mouvement citoyen qui a dénoncé et accusé la fondation de l'épouse du président Félix Tshisekedi de détournement d'aide. Ghislain Mouiwa a été interpellé ce dimanche à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. C'est une interpellation liée à la plainte de la fondation de la première dame, Denise Niakeru Tshisekedi, qui a porté plainte contre les militants de la Lucha. Ceux-ci avaient dénoncé un présumé détournement de fonds destinés à la population sinistrée après l'éruption du volcan Nyiragongo en mai dernier. Ghislain Mouiwa a été interpellé par des policiers à son domicile à Goma à la mi-journée, ont indiqué des proches. Il est actuellement détenu à l'auditorat militaire du Nord Kivu, a constaté un correspondant de l'agence France-Presse qui a pu lui parler. Son collègue Parfait Mouyani, autre militant de la Lucha, avait été arrêté le 7 juillet et reste emprisonné pour la même raison. Un troisième militant est également recherché dans le même dossier, mais n'a pas été retrouvé à ce stade. D'après le mouvement citoyen, dont il est l'une des figures connues, c'est sur ordre de l'avocat de la fondation de la Première Dame qu'il a été arrêté. Des sources judiciaires affirment cependant qu'un mandat d'arrêt pesait sur le militant pour n'avoir pas répondu en juin dernier aux convocations de la justice militaire qui a pris le relais des juridictions civiles en cette période d'état de siège. La Lucha dénonce un acharnement ces derniers mois contre les activistes et opposants dans le pays. Des sénateurs kenyans et un avocat ont réagi après que la Cour d'appel du pays a confirmé l'illégalité du processus de révision constitutionnelle, un processus lancé par Uhuru Kenyatta, le président de la République, le chef de l'État qui voit ainsi ses projets contrecarrés à moins d'un an de l'élection présidentielle. La réforme de révision constitutionnelle Building Bridge Initiative, BBI, vise à modifier la constitution de 2010 qui a instauré un régime présidentiel au Kenya pour créer notamment un poste de Premier ministre, 2 de vice-premier ministre et 1 de chef de l'opposition et augmenter le nombre de sièges au Parlement. Le président du tribunal, Daniel Musinga, a notamment déclaré l'illégalité de la révision constitutionnelle. Des réactions ne se sont pas fait attendre. Nous sommes en train de développer la loi. Certaines de ces questions ont été traitées. Par exemple, ils ont fait le commentaire qu'il aurait dû y avoir une sensibilisation au moment de la collecte des signatures. Maintenant, si vous lisez la Constitution, elle traite de la participation publique. Et comme ils l'ont dit, dans leur ajustement, c'est un processus cumulatif, du début jusqu'à la fin. Mais ils ont fait le commentaire qu'au début, il aurait dû y avoir une certaine forme de sensibilisation. Or, c'est quelque chose qui n'est pas prévu dans la Constitution ni dans aucun autre statut. Pour la première fois, une initiative populaire fait l'objet d'un examen sérieux. Comme vous le savez, nous avions déjà essayé de le faire auparavant. Nous avons fait la première tentative avec Okoa Kenya pour modifier la Constitution. La Third Way Alliance a également fait une tentative similaire, mais c'est la première fois que nous sommes vraiment penchés sur les pouvoirs d'amendement de la Constitution. Ainsi, comme l'ont dit les juges et tous les autres avocats, en fin de compte, le véritable gagnant, c'est la Constitution elle-même, car nous avons saisi cette occasion pour l'examiner sérieusement. Cette réforme offre notamment la possibilité de former des coalitions entre partis. Des tractations avaient débuté avec au cœur des discussions les nouveaux postes de l'exécutif et les 70 nouvelles circonscriptions prévues par la BBI.
Philippe Benkikita, ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville sous le régime de Pascal Lissouba de 92 à 97, est mort brutalement à 69 ans dans la nuit de vendredi à samedi en Grande-Bretagne. Il y vivait en exil depuis 97. C'est l'information qui a été rapportée par sa famille politique. L'ancien ministre du président Lissouba, Jean Itadi, a informé la presse de la mort de Philippe Benkikita en Angleterre. C'est regrettable que près d'un quart de siècle après la guerre de 1997, qui a consacré le retour du président Denis Sassou Nguesso aux affaires, il y ait encore des Congolais qui meurent en exil, a-t-il déploré. Itadi, qui dirige le Congrès africain pour le progrès, CAP, parti d'opposition, a souhaité qu'au nom de la réconciliation nationale, tous les exilés rentrent au pays. Il a également demandé au président Denis Sassou Nguesso d'élargir tous les prisonniers, allusion faite au général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien chef d'état-major de 1987 à 1993, et à l'ancien ministre André Okombi-Salissa. Ces deux personnalités ont pris part à la présidentielle de 2016. Elles ont été ensuite inculpées pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, jugées et condamnées à 20 ans de prison en 2018. Philippe Benkikita a été le dernier ministre de l'Intérieur de Pascal Lissouba, premier président élu du Congo en 1992. Ce dernier est mort l'an dernier et inhumé à Perpignan, en France. On prend à présent la direction de l'Afghanistan où le ton a commencé à monter entre les États-Unis et puis les talibans. Les nouveaux hommes forts du pouvoir ont mis en garde ce lundi les États-Unis contre le maintien envisagé des forces américaines dans le pays au-delà de la date convenue, le 31 août. Ils préviennent qu'il y aurait de graves conséquences. À Kaboul, la situation restait chaotique et tendue autour de l'aéroport où des milliers d'Afghans effrayés par le retour des islamistes au pouvoir attendent d'être en mesure de quitter leur pays à bord des avions affrétés par les Occidentaux. Des échanges de tirs y ont eu lieu dans la matinée entre militaires américains et allemands d'un côté et assaillants non identifiés de l'autre. Le président Joe Biden a évoqué ce week-end la possibilité de prolonger au-delà du 31 août la présence américaine à l'aéroport de Kaboul, où sont retranchés les derniers soldats et diplomates occidentaux qui coordonnent les évacuations. Il avait auparavant fixé cette date pour l'achèvement du retrait des forces américaines d'Afghanistan et donc la fin d'une guerre de 20 ans, la plus longue qu'aient connue les États-Unis. Mais les talibans ont haussé le ton lundi contre un possible allongement de ce délai. La réponse est non. Sinon, il y aura des conséquences, a réagi un porte-parole des talibans, Suhail Shaheen, auprès de la chaîne de télévision britannique Sky News. Deux sources au sein du nouveau régime ont ensuite dit à l'AFP que les talibans n'annonceraient pas la constitution d'un gouvernement tant qu'il resterait des militaires américains en Afghanistan. Joe Biden avait souligné dimanche soir ne pas exclure de repousser l'échéance du 31 août de quelques jours pour finir d'évacuer les milliers de personnes qui veulent quitter à tout prix ce pays. À l'aéroport de Kaboul, un garde afghan a été tué et 3 blessés lundi matin dans les fusillades survenues avec des inconnus, a annoncé l'armée allemande sur Twitter. Depuis leur soudaine prise du pouvoir en Afghanistan le 15 août, les talibans tentent de convaincre la population qu'ils ont changé et que leur régime sera moins brutal que le précédent entre 1996 et 2001. Mais cela n'indique pas le flot de ceux qui ne croient pas en leurs promesses et veulent à tout prix partir. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.